Alors, comme je viens de dire, donc on va commencer cette séance avec l'exemple d'un condensateur cylindrique. En effet, c'est le cas de l'exercice 4 de la série de TD numéro 2, que vous pouvez voir déjà qu'on a. Le voilà. Si vous allez sur l'exercice 4, on vous dit soit un condensateur cylindrique de la figure 3. Donc voilà la figure 3. Là, vous avez euh, une vue 3D. Là, vous avez une coupe latérale. Et puis, en bas, là, dans une autre figure, vous avez une coupe transversale. Je vais utiliser ça dans le cas de calcul de champ électrique. Alors, on vous dit qu'il est constitué de quoi ce condensateur, il est constitué de quoi? De deux cylindres conducteurs, c'est-à-dire il est constitué de deux conducteurs de forme d'un cylindre. Donc, vous avez le conducteur à l'intérieur de rayon R1, puis vous avez le conducteur extérieur de rayon interne R2. Et le cylindre intérieur, comme on vient de dire, il est de rayon R1, il porte une charge positive. On suppose qu'il porte une charge positive. Plus Q, et il est porté à un potentiel qu'on va appeler V1. Et le cylindre extérieur de rayon R2 porte la charge moins Q, bien sûr, parce que je vais vous montrer que normalement, dans cette situation, on va y avoir une influence totale. Et donc, sûr et certain, si vous imposez une charge plus Q sur la face, sur le conducteur 1, on doit y avoir moins Q sur la face interne du conducteur 2. Et il serait porté à un potentiel V2. Alors, le V2, là, on peut le prendre comme référence égale à 0, on peut le prendre autre chose, mais on va voir que ça n'a aucun intérêt pour notre situation parce qu'on va s'intéresser à la capacité et non pas au potentiel. Et tout ce qui nous importe là, ça va être la différence de potentiel comme on a fait avec l'exercice de l'autre fois pour le condensateur sphérique. Donc, on vous dit là qu'il y a deux étapes à suivre. En effet, trois, mais là, vous avez deux questions. On vous dit, en appliquant le théorème de Gauss, essayez de calculer le champ électrique entre les deux armateurs. Alors, les armateurs, tout simplement, on les appelle les armateurs, c'est les deux conducteurs qui constituent un condensateur. On les appelle les armatures. OK? Alors, entre les deux armatures de condensateur, et puis, l'objectif, c'est quoi? C'est de calculer finalement la capacité du condensateur cylindrique. Et bien sûr, ça va être en fonction de sa longueur, la longueur du cylindre, R1 le rayon interne, R2 le rayon externe, et puis vous avez bien sûr les constantes P et epsilon 0, comme on a vu l'autre fois. Cette capacité va dépendre juste des paramètres géométriques de ce condensateur, en plus de epsilon 0, la permittivité relative de vide, puisqu'on va considérer qu'entre les deux condensateurs, il y a du vide. Dans ce cours, dans tout ce qu'on fait là, on considère qu'entre les condensateurs, il y a du vide, mais en réalité, il n'y a pas de vide. On utilise des matériaux qu'on appelle des électriques, mais ça va être l'objectif du cours de S4 et non pas de ce module. Alors, donc je vais aller sur ma page, sur mon tableau blanc. Alors, voilà mon condensateur, la figure. Donc, je vais prendre une longueur L et bien sûr, je vais considérer que L, elle est vraiment grande d'une manière à ce que je peux être dans le cas, je peux assimiler mon condensateur à un condensateur infini, un cylindre infini. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, comme j'ai déjà signalé l'autre fois, pour qu'on puisse chercher la capacité d'un condensateur? Il faut commencer dans une première étape à chercher le champ électrique à l'intérieur du condensateur, c'est-à-dire entre les deux conducteurs. Et puis, dans une deuxième phase, je dois chercher le DDP, la différence de potentiel. Dans cette situation, ça va être V1 moins V2. Et puis, dans la troisième phase, je dois calculer la capacité du condensateur en utilisant la relation qu'on peut obtenir dans le cas où vous avez une influence totale. Alors, d'abord, pourquoi dans cette situation, vous avez une influence totale? Alors, pour que je puisse voir est-ce que j'ai une influence totale ou non, je dois essayer de voir comment se manifestent les lignes de champ électrique. Alors, croyez-moi là, je ne sais pas est-ce que vous m'avez suivi déjà lorsqu'on a traité les cylindres dans le théorème de Gauss
et on a essayé de chercher le champ électrique, on a montré déjà que lorsque vous avez un cylindre, normalement, lorsque vous avez une symétrie cylindrique, le champ électrique dans cette situation, il est radial et il ne dépend que de R. C'est-à-dire que vous pouvez montrer par les conditions de symétrie, parce qu'on a dit dans les précédentes vidéos que normalement, le champ électrique doit être perpendiculaire, pardon, le champ électrique, il est toujours parallèle aux plans qu'on a appelés les plans de symétrie. Les plans de symétrie ou bien les plans qui se comportent comme des miroirs. Alors là, dans ces situations, si vous imaginez un plan qui fait comme ça, par exemple, un plan comme ça c'est un plan. Alors c'est un plan qui est perpendiculaire au plan de tableau, ça c'est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que il divise le condensateur en deux parties qui sont chargées positivement. C'est-à-dire, en haut, là, vous avez une charge positive et en bas, vous avez une charge positive et donc il se comporte comme un miroir. De même, pour le plan de tableau, le tableau lui-même, il divise le cylindre en deux parties qui portent la même charge. Et donc, généralement, votre champ électrique, il appartient à l'intersection de ces deux plans. Supposons que je vais appeler celui-là le plan 1 et ça, c'est le plan 2. Donc, le champ électrique, normalement, il doit être parallèle à l'intersection de plan de symétrie 1 avec le plan de symétrie 2. Si vous faites attention un peu sur ça, parce que là, je peux définir la base cylindrique qui est composée de vecteurs EZ et puis de vecteurs ER et puis de vecteurs Eθ en coordonnées cylindriques. Alors, vous pouvez voir rapidement que ce plan-là, le premier plan, ça c'est ER Eθ, c'est le plan composé de ces deux vecteurs. Et ce plan, c'est le plan composé de EZ, ER. Et donc, l'intersection de ces deux, en effet, c'est le vecteur ER. Ce qui fait que là, rapidement, vous pouvez dire que mon champ 1, il est parallèle au vecteur ER. Okay? Et donc, il est porté par le vecteur ER. De plus, là, faites attention, on parle encore de ce qu'on appelle les invariants, c'est que quelles sont les variables qui vont influencer mon champ. Quand vous avez un cylindre comme ça, alors toujours vous avez ce qu'on appelle les invariants cylindriques, c'est que quand vous faites un tour autour du cylindre, rien ne change. Et vous dites que vous avez une invariance par rotation autour du cylindre. Et donc mon champ là ne dépend pas de θ. Donc il ne dépend jamais de θ. Et si vous avez un cylindre qui est infini de longueur, alors vous êtes à ce point-là, vous êtes là, vous êtes là, on ne va rien y avoir comme changement dans l'intensité du champ parce que vous considérez que votre cylindre il est infini et donc ces points sont équivalents de point de vue distance par rapport à votre cylindre. Et à ce moment-là, vous dites encore que vous n'avez aucune dépendance en Z. Et à ce moment-là, votre champ, il va être une fonction de R, juste une fonction de R. Je peux écrire que E, c'est une fonction de R suivant ER. Tout ça, je l'ai déjà dit dans une autre avant, lorsqu'on a étudié le champ créé par un cylindre, mais je le rappelle là pour vous montrer normalement que si vous êtes là, vous avez une coupe transversale et vous essayez de dessiner les lignes du champ, alors je vais avoir des lignes du champ qui font comme ça et sont suivant ER. On va faire comme ça les lignes du champ, voilà. Voilà les lignes de champ, comment elles seront. Parce que là, vous avez une charge positive. Et de ce côté-là, vous avez une charge négative. La charge positive, pardonnez-moi, c'est sur la surface, bien sûr. Donc, voilà les lignes de champ, comment elles vont être. Donc, ils sont dirigés de conducteur interne vers le conducteur externe. Donc, voilà mon champ magnétique, champ électrique, pardon. Alors, vous voyez que pourquoi je fais ça? Pour vous montrer que normalement, toutes les lignes du champ qui vont sortir du conducteur interne, ils vont tomber sur la surface du conducteur externe. Et donc, on ne va pas avoir
un fuite de ligne de champ. Deux lignes de champ qui sortent de conducteur interne vont y aller tomber sur la surface de conducteur externe. Et ça, et bien sûr, quand vous avez ça, c'est là où vous avez le droit de dire que dans ces situations, quand vous avez d'abord une influence, vous avez une influence totale. L'influence, il est totale. Et de plus, si vous avez sur cette surface-là une charge plus Q, alors croyez-moi, sûr et certain que sur cette surface, je dois avoir exactement moins Q, ni moins ni plus. OK? Donc, parce que ça, c'est la condition vérifiée par l'influence totale. De plus, si vous essayez d'écrire Q1, la formule Q1 qui est égale normalement, c'est C1 V1 plus C12 V2. Si vous avez une influence totale, vous pouvez dire que C11, c'est exactement moins C12. Et à ce moment-là, on l'appelle ça tout simplement C, c'est la capacité du condensateur. Et à ce moment-là, ma charge Q1, qui est égale d'abord plus Q, doit être C V1 moins C V2. Et je peux écrire que la capacité maintenant C, c'est Q sur V1 moins V2. Alors, j'ai le droit de dire ça parce que je suis dans le cas d'une influence totale. Et une fois que vous arrivez à montrer ça, le reste, c'est des calculs. Ça veut dire que j'ai le droit après, dans la question 3, quand je vais arriver à la question, à l'étape 3, d'utiliser cette formule pour calculer la capacité. Je vais utiliser ça pour calculer finalement la capacité. Et donc, pour ce faire, je dois chercher cette quantité. C'est cette quantité que je dois chercher dans la question 1 et 2. OK? Et donc, c'est pour cela que je dois commencer par chercher le champ et après de chercher ce potentiel V1 moins V2. Et croyez-moi, on n'aurait pas besoin de chercher le champ en tout point de l'espace, mais on va le chercher juste à l'intérieur de condensateur parce que moi, je vais chercher la différence V1 moins V2 qui serait entre un point sur la surface, donc V1, je vais prendre un point sur ce conducteur, et puis V2, je vais prendre un point sur ce conducteur. Donc, je vais calculer la circulation sur ce parcours. OK? Je vais essayer après de chercher la circulation, ça veut dire dans cette question, pour que je puisse répondre à ça, pour que je puisse chercher V1 moins V2, ça va être tout simplement la circulation entre R1, R2, de E, dr, dl. OK? Donc, voilà ce que je vais chercher. Et pour que je puisse faire ça, je dois chercher celui-là. Ce champ, je dois le chercher. On sait très bien que c'est ER suivant ER. Et donc, je dois chercher cette valeur. Et ça va être l'objectif de la première question. Et on va le faire en utilisant le théorème de Gauss. Alors, on va appliquer le théorème de Gauss à l'intérieur. Oui. Oui. Tu peux me répéter la première étape quand tu dis que le champ électrique est parallèle avec les plans? Alors, je ne voudrais pas vraiment trop tarder sur ça. On peut revenir sur ça dans des questions, mais normalement, ça, on l'a déjà fait. Je ne sais pas si vous avez suivi ça avant, mais je dois vous faire un petit rappel ça. Parce que, alors, je vais essayer de prendre une page de brouillon pour vous faire ça. Alors, en général, c'est une propriété, ça, OK? C'est une propriété, c'est que le champ électrique, il est toujours, quand vous avez le champ électrique, par propriété, il est parallèle au plan des symétries. Ou bien il appartient au plan de symétrie, à tous les plans de symétrie. Il appartient à tous les plans de symétrie. À symétrie de quoi? Symétrie des charges. Alors, quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre le cas, disons, supposons que vous avez un segment, je sais pas, un segment qui est chargé positivement. OK? Chargé positivement. Sigma, donc lambda positif. Et vous avez un point là, à ce niveau-là. OK? Vous avez un point là. Alors, je peux imaginer, donc ça, c'est un segment, donc je peux le diviser, si vous voulez, si vous imaginez ce plan, c'est le plan qui divise ce segment en deux, par là, OK?
Alors, puisque je dis que le champ E doit être appartenir toujours à mon plan de symétrie, ça c'est un plan de symétrie. Parce que en haut de plan, vous avez des charges positives, en bas de plan, vous avez des charges positives. On appelle ça un plan de symétrie. Un plan d'antisymétrie, c'est un plan, c'est un plan qui divise un segment, par exemple, en deux parties qui sont chargées d'un côté de charge positive et de l'autre côté de charge négative. Alors, si vous avez des charges négatives de ce côté-là, vous dites ça, c'est un plan d'antisymétrie. Mais ce n'est pas le cas dans ces situations, ce sont des charges positives. Alors, vous serez sûr et certain dans ces situations que votre champ, il appartient à ce plan-là. Il est dans ce plan. Donc, ça, c'est une propriété de champ électrique. Alors, dans notre situation, avec le cylindre, quand vous avez un cylindre chargé, vous pouvez imaginer deux plans. Vous avez d'abord le plan qui divise ce cylindre en deux parties. OK? Ça, c'est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que de ce côté-là, vous avez des charges positives et de ce côté-là, vous avez des charges positives. Et vous avez une symétrie géométrique encore. OK? Donc, vous dites rapidement que mon champ doit être dans ce plan. Alors, ce plan, il est formé de quel vecteur? Il est formé de vecteur ER et de vecteur Eθ. Si vous êtes en coordonnées cylindriques, parce que ER, il est dans cette direction, donc il est dans ce plan déjà, et Eθ, il est dans cette direction, donc il est déjà dans ce plan, alors que EZ, il est dirigé vers le haut. Alors, vous dites déjà que mon champ E, le champ E, déjà, il appartient à ce plan. OK? Ça, c'est un premier résultat. Mais est-ce qu'il est suivant? R ou les suivants, Eθ ou bien suivant les deux? Pour que je puisse préciser, je dois chercher un autre plan de symétrie. Je peux voir encore que l'autre plan de symétrie, c'est ce plan-là, le tableau en lui-même. Le plan de tableau, ce plan, il divise encore mon cylindre en deux parties qui sont symétriques. Parce que de ce côté-là, j'ai des charges positives. De l'autre côté, c'est des charges positives. Et donc, encore, je peux dire que ce plan, encore, c'est un plan de symétrie. Et donc, mon champ électrique, il appartient à ce plan. Ce plan, il est constitué des vecteurs EZ et ER. Et donc, puisque mon champ, il appartient à ce plan, et il appartient à celui-là, donc il appartient à l'intersection de deux. Donc, mon champ E doit être parallèle au vecteur qui est dans les deux plans. Et le vecteur qui est dans les deux plans, c'est le vecteur ER, tout simplement, pardon, son vecteur. OK, voilà rapidement le raisonnement que j'ai suivi. Mais ce n'était même pas nécessaire de faire ça parce que c'est un exercice qu'on a traité 1000 fois. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez bien me suivi ça parce que j'essaie de le faire rapidement parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. J'essaie de retourner vers les exercices dans lesquels on a parlé de la symétrie. Est-ce que c'est bon, mademoiselle? Alors, en tout cas, si vous avez encore des problèmes à ce niveau-là, essayez de me rappeler à la fin de la séance pour que je puisse vous refaire sur ça parce que j'essaye pas de trop charger la vidéo avec trop d'explications et de faire sur la vidéo de ne faire que l'essentiel qu'on doit y avoir. Alors, je vais retourner sur mon calcul. Alors, j'étais où? J'étais là. OK. Alors, jusqu'à là, on vient de montrer que normalement, vous avez une influence totale et maintenant, on va essayer d'utiliser le théorème de Gauss pour qu'on puisse chercher le champ électrique à l'intérieur de ce condensateur. Alors, à l'intérieur, bien sûr, la première des choses, vous choisissez une surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss que je vais choisir, c'est celle-là. Alors, faites attention là, essayez d'imaginer ça parce que normalement, cette surface, c'est la forme d'un cylindre. Il était à l'intérieur là. Donc, la surface que je choisis là, c'est un cylindre à l'intérieur. Voilà, c'est un cylindre. OK? J'utilise une vue transversale pour simplifier la vie, mais c'est un cylindre. Un cylindre entre les deux cylindres, entre les deux conducteurs. Donc, voilà ma surface de Gauss. Parce que la surface de Gauss doit être fermée. Vous voyez qu'un cylindre, vous pouvez le fermer avec ses bases. Avec les bases là, vous pouvez fermer le cylindre. Vous avez la surface latérale, puis vous avez les deux surfaces, les deux bases. Okay? Voilà ce que vous avez comme surface. Donc, la surface de Gauss sigma, il est composé de trois surfaces.
la surface de la base en haut, je vais appeler la base 1, la surface de la base en bas, je vais l'appeler la base 2, et puis vous avez la surface latérale, donc la surface latérale. OK? Alors, comment le champ électrique, il est comment sur ces trois surfaces? Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui. Vous voulez dire quelque chose, mademoiselle Samia? Parallèle à la surface latérale. Vous répondez à la question, vous dites, vous répondez à la question quoi? La direction du champ. Alors, le champ, il est comment? Parallèle à la surface latérale. Ah non, il est perpendiculaire à la surface latérale. Voilà, essaye d'imaginer ce qu'on a fait là. Perpendiculaire. Ouais, il est perpendiculaire. Donc, normalement, puisque j'ai déjà dit que les lignes de champ elles vont être normalement dirigées de cylindre intérieur vers le cylindre extérieur. Donc, les lignes de champ, elles font comme ça. Voilà comment ils font les lignes de champ. De cylindre intérieur vers le cylindre extérieur. C'est comme ça. Et donc, le champ électrique là, il est perpendiculaire à la surface de Gauss. Il est comme ça. Voilà comment il va être la direction de champ. Et donc, ce qui fait que sur la surface, là, si vous êtes sur la surface, en haut là, donc je vais avoir un vecteur qui est tangent à la surface, sur la base. Et là encore, je vais avoir un vecteur qui est tangent à cette surface. Et donc, alors que sur la surface latérale, il est perpendiculaire. Donc voilà, ça c'est le vecteur champ, mais il faut encore dessiner le vecteur ds. Alors le ds est un vecteur qui est perpendiculaire toujours à la surface. Donc le ds sur cette surface, il va être dans la même direction, dans le même sens que E. Alors là, je vais avoir un ds vers le haut, parce qu'il est toujours perpendiculaire à la surface et il est orienté vers l'extérieur. Et là, je vais voir un ds qui est orienté vers l'extérieur, donc vers le bas. Donc, voilà ce que je vais voir. Et donc, vous voyez que sur les deux bases, sur la base 1 et sur la base 2, sur cette base, le champ électrique il est perpendiculaire à ds. Encore là, le champ électrique il est perpendiculaire à ds. Alors que là, le champ électrique il est parallèle à ds. C'est très intéressant parce que quand je vais chercher le flux, alors dans le théorème de Gauss, le flux qui est égal, intégrale double sur la surface de sigma, c'est une surface fermée, E scalaire ds. Alors ça, c'est un intégral que je peux diviser en 3. Donc c'est l'intégrale sur la surface SB1 de E ds plus l'intégrale E ds sur la surface SB2 plus l'intégrale de E ds sur la surface latérale. Alors là, cette intégrale, elle est nulle parce que le produit scalaire, elle est nul. Donc E, on a dit perpendiculaire à ds. De même pour celle-là, parce que E, il est perpendiculaire. Donc qu'est-ce qu'il vous reste là? Il vous reste le troisième intégral. Et sur ce troisième intégral, je peux rapidement éliminer le produit, les vecteurs, parce que vous avez les deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc, c'est un intégral E ds sans vecteur sur la surface latérale de cylindre. Alors, le E, bien sûr, le E, là, je parle de E de R. OK? Alors, comme je viens de dire, E, c'est une fonction de R. Alors là, vous avez un cylindre. Quand vous avez un cylindre, vous fixez déjà R. Et donc, sur tous les points, le E, il a toujours la même valeur parce que je fixe le R. Et donc, mon champ, je peux le faire sortir à l'extérieur, là, parce qu'on ne dépend plus de R. Parce que R, il est fixe, donc ça va être une constante. Donc, ça va être E de R, intégrale double ds. Et tout simplement ça c'est quoi? C'est la surface latérale de cylindre. C'est une surface latérale. La surface latérale d'un cylindre, on la connaît très bien. Vous pouvez la calculer par un simple calcul, mais généralement, vous pouvez vous donner ça directement sans aucun calcul. Alors, voilà le cylindre. On va supposer que ce cylindre est de longueur
L, la longueur, c'est L. Alors, sa surface latérale, ça va être quoi? C'est un cylindre de rayon petit r, donc ça va donner 2PR fois L. C'est la circonférence d'un cercle fois la longueur. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est la surface latérale d'un cylindre. Vous pouvez exprimer ds et d'y aller la chercher, mais ce n'est pas la peine de faire ça. Donc, vous pouvez directement trouver, exprimer la surface latérale d'un cylindre. Alors ça va nous donner finalement E de R de PR fois L. Donc ça, c'est le flux. Mais dans le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Que le flux, normalement, doit être égal à la charge AQ intérieure, intérieure à sigma, sur sigma, là je suis sur sigma, sur epsilon 0. Alors, de ce côté-là, on a déjà trouvé ça, c'est quoi? Ça, c'est E de R, de PR, fois L. C'est déjà calculé. Et que intérieur sur epsilon 0, qu'est-ce que vous avez comme charge à l'intérieur de ce cylindre? Oui. Plus Q. Plus Q. Plus Q. Plus Q. Vous êtes sûr? Oui. Essayez de penser un peu à ça. 2PR1 L. De PR1L. Je n'ai pas bien compris ce que vous êtes en train de dire. C'est qui 1? Sigma DS. Oui. Sigma DS. Alors, normalement, oui, la charge que vous avez, normalement, vous pouvez la définir. Ça va être la charge, ça va être normalement, c'est un intégral d'une densité sigma fois ds, avec un sigma qui est constant. Donc, l'intégrale de ds, et vous intégrez sur le cylindre intérieur. OK? Et le cylindre intérieur, c'est quoi? Donc, c'est normalement, vous avez sigma fois 2p r fois L. Normalement, ce que vous avez, c'est ça, non? Oui. C'est ça, non? Oui. Donc, voilà ce que vous avez en effet. Pardon, ça, c'est R1. OK? Alors, je peux donc écrire ça. Donc, de ce côté-là, je vais voir sigma de P R1 fois L sur epsilon 0. OK? Et donc, je peux d'abord simplifier le L. Et finalement, je vais voir que je peux simplifier encore les 2P. Donc, je vais voir que E de R, c'est quoi? C'est donc, qu'est-ce que je vais voir là? Sigma sur epsilon 0, R1 sur θ. OK, voilà, tout simplement. Et ça, c'est une expression qu'on a déjà obtenue dans la série 1 lorsqu'on a cherché le champ créé par un conducteur. Parce que finalement, par un cylindre, parce qu'en effet, ça, c'est le champ créé par le conducteur interne. Même en absence de conducteur externe, même s'il n'y a pas ce conducteur-là, c'est toujours le champ créé par ce conducteur. Okay? Donc, c'est créé par le conducteur à l'extérieur du conducteur, bien sûr. Donc, voilà ce que vous avez finalement pour le champ E de R. OK? Alors, quelqu'un il va me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris, donc ça, je vais appeler ça Q intérieur. Pourquoi je ne l'ai pas appelé Q? Pour quelqu'un, il va me dire, moi, pourquoi tu n'as pas utilisé Q? Alors, faites attention parce que moi, je n'ai pas le droit de prendre la charge totale. Parce que faites attention, je dois prendre la charge, en effet, sur une certaine longueur qui est égale à la longueur de cylindre de Gauss. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre un cylindre de Gauss dont la longueur est égale à la longueur totale de cylindre, mais tout simplement avec une longueur H. Ah, moi, j'ai écrit la H. Bon, alors, je n'ai pas utilisé, je dois utiliser le H parce que je l'ai symbolisé par H. Alors,
Parce que je dois toujours faire attention que moi, j'ai une longueur H, donc je dois tout simplement respecter cette longueur. Donc ça, c'était H. مشيت Ok. تنوض عندنا Oui, oui, c'est H. Je لا l'ai مشيت symbolisé. Je prends la longueur la longueur de cylindre de Gauss. C'est pas اليوم forcément. عطاونا N. Faites attention, hein, je le dis. Alors, c'est pas forcément de prendre la longueur de cylindre, mais de cylindre de Gauss. Ok? Moi, j'intègre sur la surface de Gauss. Faites attention. J'intègre pas sur la surface de cylindre physique. Faites attention. Et la longueur de ce cylindre, je peux le choisir comme on veut. On peut le choisir supérieur, on peut le choisir inférieur au cylindre total. Parce que généralement, théoriquement, la longueur de votre cylindre, elle est vraiment large d'une manière à ce qu'on est dans la condition d'une longueur plus ou moins infinie. Donc, je prends la longueur de mon cylindre de Gauss. Ça, parce que j'intègre sur le cylindre de Gauss. Là, je suis sur sigma. Okay? Alors, voilà finalement donc l'expression. Donc, passons maintenant à travailler sur le potentiel. Alors, le potentiel, on va utiliser cette formule. Donc, on va calculer la circulation. Vous avez déjà maintenant l'expression de champ électrique. Alors maintenant, le champ électrique, c'est déjà égal à sigma sur epsilon 0 R1 sur R suivant ER. OK? Et bien sûr, vous devrez exprimer encore dl. Alors, dl là, le dl, il est où? Si vous êtes dans ce schéma, je vais aller sur le schéma. OK. Dans ce schéma-là. Alors, moi, je vais essayer de faire calculer la circulation entre ce point-là, donc c'est-à-dire sur la surface du premier conducteur jusqu'à la surface du deuxième conducteur. Donc, je vais faire ce déplacement-là, ce parcours. Alors, le DL là, voilà le DL. Donc, quand je parle de DL, c'est ça. Alors, vous voyez que ce DL, il est dans la direction de ER. Donc, je peux dire que mon DL là, c'est tout simplement la distance DL suivant ER. Et puisqu'il est suivant ER, je peux l'appeler tout simplement DR. C'est une variation de R. Je vais changer R. Quand je me déplace d'un point à un autre dans cette direction, tout ce que je peux changer, c'est R dans un cylindre. C'est pas θ ni Z. Je change ni Z ni θ. Tout ce que je change, c'est R. Et donc, ça va être de cette forme-là. C'est un changement de R. Donc, mon DL, c'est un changement, c'est une variation de R suivant ER. Ce qui fait que mon intégrale devient quoi? Je vais intégrer entre R1 et R2. Pourquoi je choisis R1 et R2? Parce que au point R1, vous avez le potentiel qui est égal à V1. Au point R2, vous avez le potentiel qui est égal à V2. Et là, je vais voir donc sigma sur epsilon 0 R1 sur R suivant ER, scalaire dr suivant ER. Donc, vous avez des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, tout simplement, ça va être sigma sur epsilon 0 R1 sur R d de R. Je vais essayer de faire sortir les constantes à l'extérieur. Donc, vous avez, pardon. Donc, je vais essayer de faire sortir les constantes. Donc, c'est sigma sur epsilon 0, R1. Tout ça sont des constantes. Et puis, vous avez dr sur R entre R1 et R2. Et ça, bien sûr, c'est quoi? Donc, c'est sigma sur epsilon 0. C'est la fonction, c'est quelle fonction là? La fonction logarithmique, le logarithme népérien. Donc, c'est ln de R entre R1 et R2. Et donc, ça va donner sigma sur epsilon 0, R1, R1 sur R2. logarithme de R2 sur R1. Okay? C'est ça? Parce que je vais avoir ln de R2 moins ln de R1 et ln de A de B moins ln de A, c'est toujours ln de B sur A. OK? Alors, voilà ce que vous avez pour le potentiel, pour la différence de potentiel, pas le potentiel. Voilà. OK? Et la dernière étape, donc, consiste maintenant à faire quoi? À chercher
la capacité. Donc, la capacité, c'est déjà défini. Vous avez déjà la capacité qui est définie par cette formule-là, parce que vous avez une influence totale. OK? Et donc, je vais essayer de remplacer maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez comme expression? Donc, vous avez déjà V1 moins V2 qu'on vient de trouver. On a trouvé quoi? On a trouvé sigma sur epsilon 0, je pense. R1 ln de R2 sur R1. On n'a rien oublié, non? C'est ça? Alors, oui, oui c'est ça. Et puis, pour la charge Q, encore, je peux exprimer la charge Q encore en fonction de sigma. Donc, c'est intégrale de sigma ds. Et là, je dois intégrer sur le conducteur intérieur, le conducteur 1. Et ça va donner sigma. La surface de conducteur interne, c'est la surface latérale, bien sûr, de P R1 fois sa longueur L. OK? Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez comme capacité? Donc, d'où la capacité C, ça va être donc sigma de P R1 fois L sur sigma sur epsilon 0 quoi R1 ln de R2 sur R1. Alors, on peut simplifier les sigmas, ou simplifier le R1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir finalement? La capacité C, c'est 2P epsilon 0 L sur ln de R2 sur R1. OK? Alors, voilà la formule donc finale. Alors, il y a une petite. Là, c'est cette capacité dont je parle là, c'est une capacité en farad. C'est en farad. C'est les farad là. OK? Mais on peut définir ce qu'on appelle la capacité C qui sera en farad par mètre moins 1. C'est-à-dire, on appelle ça une capacité linéique, c'est-à-dire par unité de longueur. Alors là, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Tout simplement, c'est la capacité qui est en farad. Vous la divisez par la longueur L que vous avez là. À ce moment-là, vous aurez une expression de P epsilon 0 sur ln de R2 sur R1. Et cette capacité, elle est indépendante de la longueur. C'est-à-dire, même si vous ne connaissez pas la longueur de votre condensateur, vous pouvez en trouver cette valeur de capacité. OK? Alors, on utilise généralement ça pour vos données, par exemple, supposons, parfois on va essayer de voir ça en histoire, par exemple. Si vous avez ce qu'on appelle un câble coaxial, un câble coaxial, c'est comme le câble que vous utilisez pour transmettre le signal de votre satellite, de votre récepteur des chaînes satellitaires. Donc, le câble coaxial est composé de deux conducteurs, un conducteur à l'intérieur et puis un conducteur à l'extérieur. Ça, ce n'est pas un condensateur, mais il est caractérisé par sa capacité. Et puis, ça, c'est un câble. Et généralement, le câble, ça peut être très, très lent. On peut donc, généralement, on ne définit pas, on ne vous donne pas la capacité du câble parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que moi, je vais acheter 2 mètres à un autre qui va acheter, par exemple, 3 mètres, l'autre, il va acheter 100 mètres. Donc, le plus intéressant, c'est de vous donner quelle est la capacité de chaque mètre. Donc, ça, c'est la capacité par mètre. Capacité par mètre. Ça veut dire par unité de longueur. Alors, un câble coaxial, si vous voulez, je peux vous montrer ça. Ça veut dire quoi un câble coaxial? Parce que certains, peut-être, ils n'arrivent pas à savoir. Ça veut dire quoi un câble coaxial? Alors, un câble coaxial. Oui, je vais juste vous montrer ça. Après, vous pourrez me poser des questions. Alors, voilà, là, dans cette figure, par exemple, vous avez. Je vais essayer de vous montrer juste ça.
Et voilà, là, ce sont des câbles coaxiales que vous pouvez trouver. Et vous pouvez voir que déjà, dans un câble coaxial, qu'est-ce que vous avez? Je vais prendre ça. Vous avez un conducteur à l'intérieur, vous avez un conducteur à l'extérieur. OK? Et, et entre les deux, bien sûr, il y a un isolant, un diélectrique. Dans notre situation, on travaille dans le cas où il y a le vide, mais si le vide, c'est encore un isolant. Et donc, là, vous pouvez considérer là, comme ça, on appelle ça un câble coaxial, et vous pouvez chercher la capacité, mais c'est mieux, toujours quand vous achetez un câble comme celui-là, dans sa fiche technique, vous trouvez la valeur de la capacité. Mais la valeur de la capacité que vous trouvez cette capacité qui est par unité de longueur, et non pas la capacité totale. Là, c'est la capacité totale. Il se fait, si vous avez cette valeur-là, et vous achetez 2 mètres de câble, vous multipliez cette valeur par 2 mètres et vous avez la valeur de votre câble. Mais ce n'est pas très intéressant l'information, la capacité, mais la capacité lignée qui est très intéressante dans ces situations-là. Okay? Donc voilà ce que vous pouvez y avoir dans ces situations-là. Monsieur, Oui. فين السمنة بينتي اش Le A, quel A? اش Alors, le H, ok, faites attention. Alors, quand vous appliquez le théorème de Gauss, alors je vais essayer de faire un petit peu. Supposons que vous avez un cylindre infini. Vous avez un cylindre qui est infini. Alors, lorsqu'on dit il est infini, donc il est infini de ce côté-là, de ce côté-là, alors à ce moment-là, la longueur, je ne peux pas la définir. Je ne peux pas définir la longueur. Mais est-ce que ça signifie que je ne peux pas appliquer le théorème de Gauss? Non, on peut l'appliquer. Parce que déjà, le théorème de Gauss, on a le droit de l'appliquer s'il est infini. Parce que déjà, dire que le condensateur, il a une longueur L, c'est un problème parce que je dois toujours rester dans la situation où la longueur est très, très longue pour dire que j'ai le droit d'appliquer le théorème de Gauss. Sinon, je n'ai pas le droit de l'appliquer. Parce que faites attention qu'on a considéré que le champ E, on a considéré que le champ E ne dépend que de R. Et ça n'est valable que si le conducteur il est infini. Sinon, il va dépendre de Z. Si votre conducteur n'est pas infini, votre champ il va dépendre de R et de Z. Et donc, moi, j'ai fait cette hypothèse que mon cylindre, il est très, très lent. Donc, la longueur dont vous parlez là, qui a été définie dans l'exercice qui est égal à L, en effet, je dois la considérer comme étant vraiment très, très lent par rapport au rayon. Il est vraiment très, très grand par rapport au rayon R1. Okay? Sinon, je vais avoir un problème au niveau de l'approximation que je fais. Mais dans toutes ces situations, même si vous ne connaissez pas la longueur, je peux appliquer toujours le théorème de Gauss. Parce que moi, quand j'applique le théorème de Gauss, je vais considérer un cylindre de n'importe quelle longueur. Ce n'est pas nécessairement la longueur de cylindre. Je vais le fermer. Voilà, je vais le fermer de ce côté-là. Je vais le fermer de ce côté-là. Et sa longueur est égale à une certaine longueur que je vais appeler H. OK? Et je vais faire mes calculs. Mais comme j'ai signalé déjà ça lorsqu'on a traité le théorème de Gauss pour la situation cylindrique, la formule que je dois trouver finalement ne doit pas contenir la lettre H. C'est-à-dire H, je ne dois pas la retrouver dans mon calcul. Si vous avez fait attention, lorsqu'on a appliqué le théorème de Gauss, il y avait un calcul. OK, c'était où? Alors, là. Donc, il y avait un calcul là. Oui, il y avait le H d'un côté, il y avait le H de l'autre côté, mais finalement, ces H, on va les simplifier. C'est-à-dire, la formule finale ne contient pas le H. Pourquoi? Parce que le cylindre de Gauss, c'est un cylindre imaginaire que vous imaginez pour appliquer la méthode, pour appliquer le théorème de Gauss. Mais les paramètres de ce cylindre-là ne doivent pas y apparaître dans votre calcul. C'est-à-dire, ça, c'est un cylindre imaginaire avec une surface imaginaire et qui est caractérisé par un rayon R et par une hauteur H, mais cette hauteur H ne doit pas apparaître dans mon calcul. Il va disparaître finalement, même si je l'utilise. Si vous voulez l'appeler L, il n'y a pas de problème. Parce que L, c'est déjà, on vous dit, c'est la longueur totale de votre cylindre.
Mais L, normalement, c'est de l'ordre de. C'est très, très grand par rapport au rayon. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir le L pour appliquer le théorème de Gauss. Alors, quand est-ce que. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que normalement, quand je suis. La charge, moi, quand j'ai pris la charge intérieure, qu'est-ce que je prends? Je prends la charge qui est là, qui est à l'intérieur de mon cylindre. Ce n'est pas nécessaire de prendre la charge totale. Ça veut dire, ce n'est pas nécessaire de prendre la charge totale qu'on a appelée plus Q. Ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre juste la charge qui est à l'intérieur de mon cylindre là. Et c'est pour cela qu'on a dit que ça, c'est sigma intégrale ds et je vais intégrer sur la partie qui est à l'intérieur là. C'est pour ça que j'ai pris là, j'ai dit que ça, c'est quoi? C'est sigma de P R1 fois H, et non pas fois L, parce que je prends juste la partie du cylindre qui est à l'intérieur du cylindre de Gauss. Et ce n'est pas nécessaire de prendre la charge totale. OK? Quand vous appliquez le théorème de Gauss, ce n'est pas nécessaire. Faites attention à ça. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Donc, si vous avez d'autres questions à propos de cet exercice, sinon, on peut faire une petite application numérique si vous voulez. Alors, une petite application numérique, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire comme application numérique? Alors, donc, supposons, par exemple, que vous avez, je ne sais pas, un cylindre dont le rayon interne, par exemple, est égal à 10 mm. Le rayon externe R2 est égal, ou bien ça est égal à 9 mm. Le rayon externe est égal, disons, 1 mm, 10 mm, okay, 10 mm. Pardon. Alors, epsilon 0, vous le connaissez déjà. Donc, epsilon 0, c'est 10 à la puissance moins 9 sur 36P, plus ou moins. Ça, c'est farad mètre moins 1. OK, ça, c'est 10 mm. Et, OK, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez? Alors, je vais, pour le moment, chercher la capacité C qui est par mètre moins 1. C'est-à-dire, je ne vais pas m'intéresser à la longueur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 2P sur epsilon 0 sur ça, ln de R2, pardon, sur R1. Alors, est-ce que vous pouvez me faire ce calcul-là? Est-ce que quelqu'un peut me faire ce calcul? Alors, ça va être 2P 10 à la puissance moins 9 sur 36P sur ln de 10 sur 9. OK? Alors, est-ce que vous pouvez me faire ce calcul-là? Est-ce que quelqu'un peut me faire ce calcul? D'ailleurs, là, vous pouvez, donc ça, c'est 10 à la puissance moins 9 sur 18 ln de 10 sur 9. OK? أستاذ كتجي 5.96 في 10 أس ناقص 3 Tu es sûr? فيرغول المهم 5.96 في 10 أس ناقص 3 Moins 3, tu es sûr, c'est moins 3? Je pense pas. Je pense pas que ça va être moins 3. Tu as déjà multiplié par 10 à moins 9 ou non? Monsieur, 4,61 fois 10 à la puissance moins 11. Donc, 5, Monsieur, c'est 4,61 OK. fois 10 à la puissance moins 11. OK, ça c'est possible. OK. Là, alors c'est possible. OK. Oui. OK, ça c'est farad mètre moins 1, c'est-à-dire par unité de longueur. Alors, supposons maintenant que, ou bien ça va être quoi ça? Ça va être en effet 46,1 picofarad mètre moins 1. Alors, supposons que vous avez maintenant un cylindre. Vous avez un cylindre de longueur, L est égale à 1 mètre. À ce moment-là, je vais avoir une capacité de 46,1 picofarad. Espérons que vous n'avez pas trompé sur le calcul. Si vous avez, je ne sais pas, L est égal à 10 mètres,
À ce moment-là, je vais avoir une capacité de 461 picofarad, et ainsi de suite. Ok, ça veut dire, une fois vous avez, ça, ce que vous avez là ne dépend pas de la longueur, et je dois me la multiplier tout simplement par elle, là, pour y avoir la longueur qui est en picofarad ou bien en farad. Donc voilà ce que vous avez. Alors, c'est pour ça que, parce que, comme je viens d'expliquer, si vous avez un câble, vous avez 1 mètre de câble, voilà sa capacité. Vous avez 10 mètres de câble, voilà sa capacité, et ainsi de suite. Okay? Par exemple, vous achetez un câble coaxial d'1 mètre, donc vous aurez la capacité, et ainsi de suite. Ça dépend de la longueur de câble que vous avez. OK? Monsieur, Oui. monsieur, c'est 5,27 fois 10 à la puissance moins 10. Alors, voilà. Comment vous faites que vous trompez sur un petit calcul? Alors, ça, c'est le log, n'y peut rien. Alors, vous me dites maintenant, je ne sais pas, parce que chacun, qu'est-ce qu'il dit. Alors, OK, je vais prendre ce que vous dites. Vous dites combien? C'est combien? C'est 5,27 27. 10 à la puissance moins 10 à la 10. puissance moins 10. moins 10. Vous êtes sûr maintenant? Oui, monsieur. Alors, maintenant, ça signifie que… Alors, je vais tout changer. Ça signifie que là, je vais avoir autre chose. Et là, c'est totalement différent maintenant. Alors, ça signifie que là, je vais avoir, si vous voulez, 0,5 nanofarad. Et donc là, je vais avoir 0,527 nanofarad par mètre. Et pour 10 mètres, je vais avoir 5,27 nanofarad. OK? Très bien. En tout cas, on vient de terminer cet exercice. Je vais arrêter la vidéo et puis je vais recommencer une nouvelle vidéo pour commencer l'exercice suivant, l'exercice de condensateur plan.